Les humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, foulé le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Oh, je vais vous dire, c'est vraiment dur d'être une femme. Ouais, accoucher dans la douleur, toujours se battre pour faire valoir son existence, être enfermée là, comme une sorcière dans une cage. Oh. Décidément, les femmes sont vraiment des créatures de légende. Puis certaines, plus que d'autres. Selon la légende, la Corriveau aurait tué ses 7 maris. Pas un, là, 7. Le premier, qui était un petit homme prétentieux, elle y aurait fait boire de l'eau d'endormitoire. Il se serait installé au lit. Après ça, elle aurait pris un oreiller, il aurait mis ça au visage, puis se serait assis dessus jusqu'à ce qu'il étouffe. Marie-Joseph de Corriveau était originaire de la Durantaye, qui était à l'époque non pas une municipalité comme telle, ni une paroisse catholique, mais un rang de Saint-Vallier de Bellechasse. C'était une femme qui était hors de son temps. Elle était avant son temps. Geneviève Corriveau, je suis de la lignée des Corriveau qui va rejoindre à un moment donné la Corriveau, la supposée sorcière. Dans le temps, c'était pour diriger le village, ce n'était que des groupes d'hommes qui faisaient ça. Sauf qu'elle s'incorporait au groupe d'hommes, elle s'imposait pour faire valoir ses idées. Et ça déplaisait à certains hommes, ça déplaisait aussi à certaines femmes, parce que les femmes étaient jalouses d'elle. Sauf qu'elle, ça la dérangeait pas. Elle était vraiment différente des autres femmes de son époque. Toujours selon la légende, son deuxième mari qui relevait d'une brosse était couché au 2e étage de la maison. Elle y a passé un nœud coulant autour du cou, a passé la corde par la fenêtre, a attaché le cheval après, puis elle a effrayé le cheval. Puis son mari, ben, il a passé par la fenêtre. Ça réveille mal, ça. Son deuxième mari, on a dit qu'il avait été piétiné par un cheval. Sauf que les gens qui ont vu le corps dans l'étable avaient des doutes. On a dit, ben garde, le père Corriveau, qui était d'un caractère très difficile, avait eu des altercations avec son gendre à plusieurs reprises. Il y avait eu des engueulades. Et ils ont dit, ben c'est le bonhomme qui a tué son mari. Et là, la rumeur est partie que Marie-Joseph aurait fait complice. Et les Anglais les ont arrêtés. On est au printemps de 1763. On est à peine 4 ans après les événements les plus dramatiques de l'histoire de la ville de Québec. La bataille des plaines d'Abraham. Et on vit encore à Québec dans un climat de crainte au niveau des francophones. C'était dans le début du régime anglais. On a voulu donner des leçons aux Canadiens français pour leur dire, regarde, c'est nous maintenant qui sommes rois et maîtres. Les lois françaises sont suspendues. Il n'y a plus de tribunaux civils. Ça, il faut se placer dans ce contexte-là. C'est un contexte d'occupation guerrière, militaire, là. Son 3e mari qui aimait beaucoup les chevaux puis qui leur faisait boire du verre de Paris. Ça servait à stimuler les étalons. Il y avait un petit rhume. Fait que la Corriveau, elle a préparé un bon thé de gingembre avec un peu de verre de Paris. Apparemment que ça a tué le rhume. Puis le gars aussi. Il y a eu un premier procès.
Et le père Corriveau a été condamné à être pendu pour le meurtre de son gendre. Mais le tribunal avait considéré que Marie-Joseph était une complice. Et la Corriveau avait été condamnée à être fouettée et à être marquée au fer rouge. On permettait aux personnes qui allaient être pendues à avoir la visite d'un curé pour pouvoir se confesser. Dans le temps, c'était la tradition. Et Joseph Corriveau a avoué au père Le Glapion qu'il n'était pas le criminel, qu'il n'était pas le meurtrier, mais que c'était bel et bien Marie-Joseph qui était la meurtrière. Le quatrième mari, c'était un fondeur de cuillère. Lui, il allait en ville, puis il aimait les jeunes filles, puis il les allumait d'un bord puis de l'autre. Puis c'était un beau bonhomme, puis tout ça. À un moment donné, la Corriveau, il a dit « Fais attention, je vais me fâcher. » Puis il s'en est pas occupé, puis il a continué à allumer les filles, puis tout ça. Puis un jour qu'il faisait sa sieste dans l'après-midi, elle a pris un peu d'étain, elle l'a fait fondre, puis elle y a versé dans l'oreille. C'est le cas de le dire, ça l'a éteint. Le curé n'a pas gardé le secret de confession, a transmis cette confession-là aux Anglais. Et on a refait un deuxième procès. Et cette fois-là, on accusait Marie-Joseph Corriveau. La Corriveau va se retrouver devant une cour martiale. Et on va l'emmener ici. Elle va arriver ici par la rue du Parloir et on va l'emmener au monastère des Ursulines. Le procès s'est déroulé en anglais. Donc, elle n'a absolument rien compris de son interrogatoire. Elle n'a rien compris de son procès. Et eux n'ont rien compris de sa défense. Et c'est ce qui a fait qu'elle a été condamnée à être pendue. Son cinquième mari, qui était un fervent religieux, il était en train de prier comme ça. Elle a pris une chaise puis elle y a cassé sur le dos. Elle l'a tué d'un coup. Son sixième, lui, c'était un cordonnier bossu. Elle a pris une longue aiguille puis elle y a passé à travers le corps. C'est ici qu'on a emmené le Marie-Joseph Corriveau le 18 avril 1763 et la pendaison a lieu ici, probablement par le bourreau fut probablement un militaire anglais. Et finalement, le septième et dernier mari était dans l'écurie. La Corriveau est arrivée par en arrière avec une fourche à fumier puis elle y a transpercé le cœur. La Corriveau a été arrêtée puis condamnée à être pendue puis exposée dans une cage de fer. Ouais. C'est là que l'histoire puis la légende se marient. Exposer quelqu'un publiquement dans une cage pour faire peur, pour faire sensation. C'était une atrocité pour tout le monde ici en Nouvelle-France. Jamais personne n'avait vu ça. Imaginez-vous, là, vous sortez de la maison chez vous, puis ça fait quelques semaines qu'il y a un cadavre de femme qui est en train de se défaire. C'était une coutume anglaise que les gens qui étaient condamnés à être pendus, après, étaient toujours suspendus dans une cage. Jusqu'à ce que les oiseaux les becquettent. Alors, c'était pas 3 heures de temps, là. C'était plusieurs mois. Alors, pourquoi la cage de la Corriveau a été spécifiquement montrée ou exposée ici? Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était que des terres. Il n'y avait pas de maison ici. Et tous les habitants des environs et des villages plus bas à l'est, situés à l'est, pour se rendre à Québec, devaient absolument prendre cette route. C'était le chemin le plus passant, comme c'est encore aujourd'hui, c'est un chemin qui est très passant. Donc, on avait décidé d'accrocher la cage où est située cette maison-là. C'était l'endroit par excellence pour montrer ce que les Anglais pouvaient faire sur leur régime à ce moment-là. C'était une carcasse, dans le fond, tu sais. Puis les odeurs, c'était terrible. C'était des odeurs de décomposition de cadavres, dans le fond, là, tu sais. Puis le soir, quand il te reste un peu de peau, puis plus d'os que de peau qui paraissent, je vais vous dire, ça devait pas être drôle à voir, dans le fond, tu sais. C'est un peu pour ça que ça a pu contribuer à faire peur aux gens à un moment donné. Nous, on n'avait jamais fait cela. En Nouvelle-France, on pendait quelqu'un et on l'enterrait. Mais là, de suspendre le cadavre
Aux yeux des francophones de l'époque, cela a paru d'une grande cruauté. C'est pour ça qu'elle est rentrée assez rapidement dans les mémoires et dans la légende. Bon, au début des temps, Dieu crée le monde en 7 jours. Ensuite, il fait l'homme à son image. Beau bonhomme barbu, là. Tu sais. Bon. Ensuite, il crée la femme à partir d'une des côtes de l'homme. Il sculpte quelque chose, là. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Pam, 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 pam. Ève, elle tend le fruit défendu à Adam. C'est la femme tentatrice, celle qui l'amène vers le péché. Elle est donnée et elle transmet la donation. Vous avez qu'à retourner à Genèse, c'est Ève qui a péché devant le serpent. La condamnation vient de là. La femme, pour être coupable de ce crime, va enfanter dans la douleur, et l'homme, lui, va avoir la pomme d'Adam pour lui rappeler son péché. Ève a péché devant le serpent. Elle transmet de génération en génération cette damnation-là jusqu'au salut éternel. La femme est mauvaise, elle est dupée par la figure satanique. Et c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup plus de sorcières à l'époque. Pour vous donner des statistiques, entre le 16e et le 18e siècle, toute proportion gardée, 80% des procès de sorcellerie, ce sont contre les femmes. Parce que quand la femme n'enfante pas, quand elle n'est pas religieuse, elle est automatiquement soit une sorcière, soit c'est une prostituée. C'est l'histoire de la religieuse damnée qui, avant d'être une religieuse, puis avant d'être damnée, était une jeune fille qui avait rencontré un gars. Puis il était bien insistant parce qu'il voulait, tu sais, avant le mariage. Puis elle disait non, puis lui, il disait oui. Puis elle disait non. Puis il insistait, puis il disait oui. Puis le jour où elle a dit oui, ben ils l'ont fait. Puis au mariage, il a dit non, puis elle l'a plus revu. Et elle, quand il eut le temps d'aller à la confesse, elle était incapable de confesser ça, de dire qu'elle avait vécu le péché de la chair avant le mariage. Bon, tout ça. Puis elle n'était pas capable d'en parler à ses parents, rien, tout ça. Et elle a vécu quelques années avec ça et cette culpabilité-là. À un moment donné, elle a décidé d'entrer au couvent, d'entrer en communauté. Et elle a été là pas longtemps parce qu'elle est tombée malade. Mais le temps qu'elle a été là, les autres disaient d'elle que c'était une sainte, puis qu'elle était tout le temps en train de prier, puis elle était vraiment une grande, une belle dévotion. Mais la sainte femme, là, la sainte religieuse, est décédée avec son secret. Pas de confession, pas de rédemption. C'est comme ça que ça marche. Puis avoir fait la chose, c'est l'acte avant le mariage, je pense que c'est l'enfer direct, hein? Et après ça, ils l'ont vénérée, je dirais pas comme une sainte, mais il y avait une grande vénération pour elle, et ils la priaient constamment. Puis à un moment donné, il paraît que dans la chapelle du couvent, il a entendu du bruit. Ça venait comme en arrière du petit hôtel, puis ça se promenait, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont vu comme quelque chose passer vite, vite, vite. Là, ils ont arrêté de prier, puis là, ils ont vu une main en feu qui s'agitait. Puis là, la jeune fille disait « Arrêtez de prier pour moi. » Elle dit « J'ai vécu le péché de la chair, puis je suis damnée, puis il n'y a rien à faire, puis arrêtez de prier pour moi. » Puis la main disparaît comme ça. Pouf. Pouf. À l'époque, on se dit on ne peut pas exister en tant que femme dans la société. La femme, c'est soit la prostituée, soit la mère, soit la sorcière. En Estrie, Marguerite Leboeuf. Ouf, 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 ouf. Ça, c'était une grosse madame. Toujours sale, mal habillée, qui avait des tétines partout d'en face. Elle était laide. Mais sa particularité, c'est qu'elle se promenait toujours avec son bœuf. C'était son animal de compagnie. Un bœuf. Qui avait des cornes qui pouvaient prendre en feu. Puis en plus, elle achetait des sorts, elle. Ouf, c'était pas... C'était une sorcière, c'est sûr. Ou d'autres choses. À partir du moment où vous aviez une femme louche, un peu bizarre, qui avait une certaine forme de pouvoir, il y avait une suspicion, et la façon de la nommer, de la concevoir, c'était de la déclarer sorcière, finalement. C'est une accusation qui était facile, qui allait vite, et qui déclenchait souvent des rumeurs, qui faisaient en sorte que ça pouvait mener à des accusations qui étaient tout à fait inappropriées. Je pense que le Corriveau, ça peut être un exemple, il y en a eu d'autres, là. Toujours à travers l'histoire, les femmes se sont vues imposer un rôle social. Certaines l'ont accepté, mais d'autres l'ont refusé. Et celles qui l'ont refusé ont créé de grandes légendes.
Son nom, c'était Catherine Chamberlain. Si vous la cherchez dans les registres, vous ne la trouverez pas. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? On peut imaginer qu'elle est vraie. Elle est arrivée d'Angleterre en 1850. Elle était grande, forte, costaude et moustachue. Finalement, elle avait l'air d'un homme. Elle est arrivée ici, elle a débarqué justement dans Charlevoix, ce qui était quand même pas évident, parce que c'est un coin assez isolé. Et là, elle marie un monsieur Foster. Mais très rapidement, monsieur Foster s'en est fatigué très, très vite. Hein? C'était pas une femme pour rester au foyer, là. Hein? Et elle s'est installée à Baie-Sainte-Catherine. Après ça, bon, elle a dit, je vais faire une auberge. Elle a créé une auberge dans un endroit où il n'y avait pas d'habitants presque, mais évidemment, elle recevait beaucoup de monde. Elle avait de la boisson forte, elle avait tout ce qu'il faut pour accueillir les gens, là. Et ça marchait très bien. Les gars qui fréquentaient cette auberge-là, c'était pas des gars de bonne famille. Là. Non, 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 non. Ça sacrait, ça blasphémait, ça buvait de la Jamaïque comme de l'eau. Mais Catherine, elle avait peur de rien. S'il y avait une bagarre à l'auberge, c'était vite réglé avec la grande Catherine. Elle séparait les hommes. C'était vraiment une force de la nature, là. Elle faisait ce qu'une femme ne faisait pas dans le temps, elle n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire gérer une entreprise, hein, une chose qui ne se faisait pas, réussir en affaires très bien, vendre de l'alcool. Alors même les hommes qui faisaient ça dans une auberge, c'était très mal vu. Hein. On raconte un bon soir qu'il arrive 3 bûcherons comme ça de la région de la Malbaie qui décident, bon, on va aller voir l'auberge de la Grande Catherine pour passer une... Et puis il cogne à la porte. On s'en vient, Catherine, réponds-nous. Habituellement, elle est accueillante, mais là, cette fois-là, non. Elle répond pas. Et là, il voit une espèce d'ombre, une femme, un personnage mystérieux, avec un grand manteau noir. Et puis là, elle leur fait peur. Elle dit « Oh, je sais pas trop. » Et puis là, ils partent en courant, tous les 3, des gars vraiment baraqués, là, des forts, puis ils ont peur. Il était sûr que c'était le diable qui s'était présenté dans l'auberge. Ben non. Ils ont vu que c'était la grande Catherine qui est sortie, puis qui les invitait. Puis elle disait « Venez, venez mes beaux bonhommes, venez, on va passer ensemble une belle veillée. » Ça a l'air que les gars ils ont passé effectivement une belle soirée. Moi je dis qu'une femme avec une moustache, tu passes pas à côté de ça. La Grande Catherine, dans le fond, ce qui est encore plus spectaculaire dans son cas, c'est que son histoire, son auberge, il reste associé à un lieu. Et ça a fait durer énormément. Là. Donc maintenant, quand on parle de l'origine de Baie-Sainte-Catherine, on pense à la Grande Catherine. On dit que l'âme de la Grande Catherine est toujours là, à l'embouchure du Saguenay puis du fleuve. Puis que le rapide, à son image, serait toujours fort et puissant. Si on sait comment le prendre, il nous porte avec générosité, mais par contre, si on le prend de travers, ben, on risque de se faire brasser un peu. Ah, il y a tellement de versions de la Corriveau. Là. Moi, je dirais qu'il doit y avoir 1000 versions facilement. C'est la grande légende au Québec. Ce qui fait de l'histoire de la Corriveau une grande légende, c'est pas nécessairement ses meurtres, mais plutôt son châtiment, la cage de fer. Elle est laide. C'est sûr qu'un cadavre décomposé n'est pas très beau. Elle a des pouvoirs maléfiques. Il y a des gens en charrette qui vont perdre une roue. Il y a des chevaux qui vont partir en peur. Donc, elle laisse des traces en dehors de sa présence. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Les gars qui allaient au marché, ils passaient par là. Il y en a, ils étaient peureux. Des fois, la Corriveau les suivait avec des reins, puis le diable et son rein. Puis certains, il y en a qui ont fait des bouts de vitre. Ça a parti là, dans le bouche-oreille. Et là, ça a pris des proportions là,
effrayante. Là. C'est la légende qui a amplifié toute la méchanceté, si l'on veut, de cette dame-là. On va en faire, là, une espèce de véritable bête. C'est comme si c'était une figure qui transcende les époques, qui prend toutes sortes de formes, et d'une légende à l'autre, la femme qui était Marie-Joseph de Corriveau, de 33 ans, va se transformer en une vieille sorcière aux traits affreux, qui n'a plus rien à voir probablement avec ce qu'était physiquement cette femme dont on disait qu'elle était très belle. Même encore aujourd'hui, même le mot Corriveau, dès qu'on entend Corriveau, on pense automatiquement à la Corriveau. Ah, quand on était jeune, à l'école, ben oui, on nous traitait de sorcières. Tu sais. On nous traitait de sorcières. On n'aimait pas trop ça, tu sais, mais... Comment vous viviez avec ça, hein? On n'aimait pas ça. Faut vous le dire franchement, on n'aimait pas ça. Louis Fréchette, grand écrivain du 19e siècle, rapporte dans une de ses histoires qu'il aurait vu quelqu'un déterrer la cage, la Corriveau, puis partir avec. On la retrouve ensuite dans d'autres histoires, nous disant qu'elle se promène à travers les États-Unis dans le musée des horreurs du cirque Barnum & Bailey's. Moi, j'ai entendu dire que la cage était rendue dans un musée. Je pense que c'est aux États-Unis. Je sais pas si c'est à New York ou à Washington ou Chicago. Il me semble qu'ils m'ont dit déjà que la cage était pas au Canada, était aux États-Unis. Vous savez, la fameuse cage de la Corriveau a toujours l'occasion, elle réapparaît. Et puis, donc, on n'a jamais fini de parler de la Corriveau. Eh bien là, on vient d'apprendre que la cage qui était rendue aux États-Unis, que P.T. Barnum avait emmenée aux États-Unis, qu'on croyait perdue à tout jamais, bien, on vient d'apprendre qu'elle a été retrouvée aux États-Unis dernièrement. Donc, la Corriveau va encore faire parler d'elle. Par les nuits sans lune, on dit que la Corriveau rôde toujours dans certaines parties de Lévis. Hein? Son corps a définitivement quitté l'endroit, mais son âme demeure, toujours là, cherchant désespérément un autre mari à abattre. La femme incarne le Dieu et le diable à la fois. Quand on parlait de la sainte et de la prostituée, la sainte et la sorcière, c'est les figures extrêmes de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui est définisseur du rôle de la femme. Elle ne peut être que dans le blanc ou dans le noir. Il y a peu de zone grise pour cette femme. Quand une femme est méchante, elle l'est jusqu'au bout.